Bonjour chers étudiants, aujourd'hui on va traiter la scène 14 de l'acte 1 des fausses confidences et ça sera le troisième texte de l'anthologie, donc un troisième texte de Marivaux, troisième œuvre de Marivaux. Si mes souvenirs sont bons, nous avons traité ensemble deux textes du jeu de l'amour et du hasard. Non, ça sera le quatrième, hein, un texte de l'île de l'esclave, et là, ça sera donc le quatrième texte. On aurait pu se contenter de deux ou trois textes, mais j'ai voulu quand même que vous maîtrisiez davantage les techniques dramaturgiques et les spécificités du théâtre marivaudien. Donc là, je vous réfère à la page 58, donc page 58-60 de l'anthologie. Lisez attentivement le texte. Je vous ai déjà posé la question, je reste frustrée parce que personne ne m'a rien envoyé. Donc, un valet du bois trahit sa maîtresse Araminte, qui est une jeune veuve très fortunée, en introduisant chez elle son ancien maître, Dorante, jeune homme, sur la paille, sans fortune, et en l'aidant en fait dans son entreprise de conquête amoureuse. Et donc la pièce porte bien son titre. Et l'extrait choisi se positionne dans un moment dramatique très fort, très significatif. Je vous ai posé trois questions. Ça sera donc l'occasion aussi de travailler un petit peu la méthodologie. Dans la première question, analyser le caractère manipulateur et diabolique du valet du bois. Et ça, évidemment, à travers cet échange dialogique, puisque dans ce texte, nous avons donc une conversation entre le valet du bois et la dame, fortunée, Araminte. Pour inciter Araminte à révéler sa passion amoureuse pour son intendant et l'aider à faire triompher l'amour et à vaincre son amour propre, Dubois déploie un stratagème malicieux, un stratagème diabolique, et il planifie ses faits et gestes. Ça, vous pouvez le regarder déjà, l'observer dans le jeu dialogique. Il y a une profusion de formules de respect. Il essaie un petit peu d'affecter une loyauté indéfectible à l'égard de sa maîtresse. Il emploie les tournures emphatiques, restrictives. Ce n'est rien, sinon que je ne saurais plus avoir l'honneur de servir madame et qu'il faut que je lui demande mon congé. Il se plaît aussi à intriguer Araminte par des réponses évasives. Là, on voit vraiment la ruse de ce valet. Il emploie massivement, mais alors là, c'est le constat immédiat quand on regarde le texte. Il y a donc un emploi massif des modalités exclamatives en répétant le verbe connaître pour se tirer d'affaire et masquer son jeu. Il dit par exemple, je préfère aussi le texte, si je le connais madame, si je le connais, oh vraiment oui, il me connaît bien aussi. À mesure qu'évolue le dialogue, ce valet très futé, comme on dit, s'efforce un petit peu d'angoisser sa maîtresse, de l'inquiéter, en lui faisant craindre le pire. Et voilà qu'il livre avec malice, dans un geste suggestif, la vérité angoissante de Dorante, à savoir le mal qui le déchire. Et là, on voit l'importance aussi des signes paratextuels, à savoir des indications scéniques, la didascalie descriptive qui relaie ce discours elliptique, c'est-à-dire un discours où il manque des mots, enfin un discours où l'on emploie très peu de mots, c'est-à-dire on nommait comme l'ellipse, c'est comme l'éclipse, le phénomène cosmique, donc on nommait quelques éléments de la phrase. Discours elliptique du personnage. Son défaut, c'est là. Il se touche le front, c'est à la tête que le mal le tient. Après, il va enfoncer le clou en mettant en relief les ravages psychiques, mentaux, comportementaux, suscités par la passion de Dorante. Il y a 6 mois qu'il est tombé fou.
il y a 6 mois qu'il extravague d'amour, qu'il en a la cervelle brûlée, qu'il en est comme perdu. Donc Dubois, on le voit, il est en train de manipuler de réplique en réplique son interlocutrice. Le moment de la révélation de l'identité de la Dulcinée de Dorante est fort dramatiquement. C'est celui de la fausse confidence. Et c'est pour ça que le titre de la pièce, c'est la fausse confidence. Donc il simule de faire une confidence, or le jeu est déjà calculé à l'avance. Tout a été planifié par le valet lui-même. J'ai l'honneur de la voir tous les jours. C'est vous, madame? Il s'agit là d'une information confiée par un personnage calculateur dans une intention trompeuse. Bien entendu, ces éléments, vous allez les retrouver dans le document écrit que je mets à votre disposition sur la plateforme. Pour mettre de l'huile sur le feu, il joue sur les sentiments de sa maîtresse. Suspense, peur, amour, jalousie. Et dans cette perspective, il suscite la jalousie de la jeune veuve envers la grande brune très piquante. Ensuite, il revient sur l'état amoureux de Dorante en multipliant les détails pris au vif dans un récit rétrospectif. Je m'en ressouviens. Donc, avec des chronotopes, vendredi, l'opéra, la maison, les tons de la narration, l'imparfait, le passé simple. À la fin, il propose à Araminte une solution contraire à celle que souhaite son cœur, c'est-à-dire le renvoi du prétendant. Donc, c'est tout ce qui pourrait lui déplaire, évidemment. Mais oui, il va faire le contraire. Il y aura de la bonté à le renvoyer. Plus il voit madame, plus il s'achève. Désormais, la veuve est prise au piège. Elle souhaite satisfaire sa passion naissante pour cet amant. Donc vous voyez comment évolue le dialogue, comment le personnage, ce valet très rusé, développe son plan diabolique. La ruse de Dubois, le meneur de jeu diabolique, est caractéristique du héros marivaudien qui prêche le faux pour savoir le vrai, fait de fausses confidences pour deviner l'éclosion ou l'éclatement d'une passion et il use toujours des subterfuges. Et ça, c'est une caractéristique des valets de Marivaux de manière générale. Il y a toujours ces croisements, ces recoupements entre les personnages de toutes les pièces. Bien entendu, Les Fausses Confidences, c'est une pièce qui date de 1736, si je me trompe. Donc, c'est pratiquement la dernière, mais elle agglomère les grands axes de toutes les œuvres de ce dramaturge. Du coup, on voit comment il va user des détours pour arriver à ses fins. Il est diabolique, on a dit, manipulateur, mais aussi machiavélique. Je vous ai posé une deuxième question, étudier l'évolution des sentiments d'Araminte. Donc là, la première question, elle focalise sur le personnage de Dubois. Et la deuxième, on va voir l'impact de cette manipulation sur le personnage manipulé. Donc, il y a cette dyade dominant, dominé, manipulateur, manipulé. Hein, et c'est en rapport avec cette binarité caractéristique de la dramaturgie de Marivaux. Maître, valet, renversement des rôles, jeu de travestissement, etc. Si Dubois parvient aussi brillamment à mettre en place son plan machiavélique, c'est parce que cette jeune veuve souffre d'un vide affectif, d'une mélancolie inavouée que seul un amour sincère peut guérir. Araminte paraît d'abord curieuse et tourmentée. Les premières révélations de Dubois l'angoissent et l'inquiètent. Cela se traduit par la fréquence des phrases interrogatives. Qu'est-ce que donc cet air étonné que tu as marqué? Mais que signifient ces exclamations? Explique-toi, est-ce que tu le connais? Est-ce que ce n'est pas un honnête homme? Puis, se méprenant sur le diagnostic du valet, il est timbré, elle marque un étonnement légitime, comme le démontre le lexique de la logique, bon sens, preuve. Là, je relève une réplique. Il m'a paru de très bon sens. Quelle preuve as-tu de sa volonté?
Donc la révélation partielle de la vérité provoque le mécontentement de la femme. Ça se fait sentir dans le dialogue. Marivaux insiste sur cette réaction par la didascalie descriptive, un peu boudant. Voilà l'importance aussi du participe présent. Elle exprime aussi sa déception dépitée des hommes dans une formule génératrice qui illustre sa méfiance à l'égard du sexe masculin. Les hommes ont des fantaisies. Dès lors, elle se détermine à chasser cet intendant. Mais le valet Roublard prend la balle au bond, la frappe de stupeur par le dévoilement de l'identité de la bien-aimée de Dorante. Le pronom tonique « moi », la phrase brève et tranchante témoigne de son bouleversement. « Moi, dis-tu » Donc, profondément troublée, elle feint de s'apitoyer sur le sort de Dorante pour cacher les sentiments qui la dévorent. Et en contrepartie, le valet attise sa jalousie, qu'elle dissimule mal, comme on le lit dans l'indication scénique, avec négligence. Le romanesque d'Araminte s'en trouve aussitôt libéré. L'exclamatif « Quelle aventure » ponctue sa jubilation secrète. Ses questions pressantes, sa proposition de guérir elle-même, donc Dorante, sa décision de ne pas le renvoyer sont autant d'aveux. Donc ce sont des aveux, mais des aveux, dirions-nous, discrets, des aveux escamotés, occultés. Marivaux est le peintre de l'amour mystère. La naissance de l'amour dans le cœur d'Araminte est déclenchée par cette fausse confidence. La jeune veuve semble attendrie et éprise par cet amour, sans en connaître la cause ni les retombées. Donc là, on voit l'évolution des sentiments de ce personnage féminin, certes assoiffé d'amour, hein, une jeune veuve qui s'est trouvée dans un état de vide émotionnel à la fleur de l'âge et qui retrouve un homme, un intendant qui brûle d'amour pour elle. Hein. Donc évidemment, malgré les écarts sociaux, elle va succomber à cette passion dévorante, naissante et dévorante. C'est ça, c'est une passion qui est en train d'éclore, mais qui est tellement intense qu'elle va complètement la submerger. Dans la question 3, bien entendu, là, c'est un commentaire dirigé, c'est-à-dire ces questions sont autant d'axes, de commentaires composés. Ça, en deuxième année, vous allez, vous serez certainement tenu de chercher vous-même les axes de votre commentaire. Donc, montrer que cette scène offre un témoignage sur la vie quotidienne de la France au XVIIIe siècle. Marivaux, dans cette scène, parsème sa pièce d'indices qui réfère à la société française du XVIIIe siècle. D'une manière générale, dans la pièce, il y a toujours des référents qui nous brossent un arrière-plan un arrière-plan culturel, civilisationnel, sociétal, etc., de la France du XVIIIe. Et dans la scène 14, il nous ancre réellement dans le vécu des Français à cette époque. Leur vie sociale, morale, culturelle, économique. Et là, je m'appuie évidemment sur des indices. D'entrée de jeu, nous assistons à une peinture morale d'une société où l'honneur est devenu un attribut fictif et l'argent une puissance réelle. Dorante est bien élevé, de bonne famille, mais il n'est pas riche. C'est l'incompatibilité de leur fortune qui le conduit à rester passif et muet dans la contemplation de la jeune veuve d'un riche financier. En outre, Marivaux nous renseigne sur les distractions mondaines, à savoir l'opéra, où il est élégant de se rendre le vendredi, la comédie, la promenade à la mode, aux Tuileries, les visites, les séjours à la campagne,
Donc, on a un petit peu une idée sur la vie culturelle de l'époque, sur des distractions mondaines. De surcroît, le dramaturge nous dépeint la vie des domestiques complices entre eux, contre les maîtres. Je me fis un ami d'un de vos gens qui n'y est plus, un garçon fort exact qui m'instruisait. Dès lors qu'on offre une bouteille, jurant volontiers, exposée aux rigueurs de la saison, voire aux brutalités de leur maître, dont il sent assez proche du bois. N'est-il pas sincèrement attaché à Doronte pour qu'il se dépense sans compter et sans autre mobile qu'une affection sincère? Nous repérons aussi des allusions à la situation économique et industrielle, à ne citer que les moyens de transport de Paris, notamment le fiacre. Si peu confortable en hiver, nous allions toute la soirée habiter la rue pour voir madame entrer et sortir, lui dans un fiacre et moi derrière tout de morfendu et gelé, car c'était l'hiver. Donc, en définitive, la comédie sociale de Marivaux reconstitue certes l'atmosphère de son époque, mais elle n'est pas orientée vers une visée documentaire. Sa portée est essentiellement satirique et dénonciatrice. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt pour d'autres vidéos.